Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous voir. Bienvenue à cet événement Bistro Brain Économie et Société. Je me présente Alex Thibault, directeur de Bistro Brain. Pour ceux que ce serait la première fois d'un événement tel que celui-ci, Bistro Brain, dans le fond, le concept, c'est assez simple. On fait la vulgarisation scientifique à travers le plaisir. Et ça se concrétise à travers les événements de 4 présentations de 12 minutes avec des étudiants, des chercheurs, des professeurs qui viennent vous livrer dans un format ludique, décontracté, le fruit de leur recherche. Et on a aussi une période de questions à chaque présentation de 5 minutes dans laquelle vous pouvez vraiment poser toutes vos questions puis laisser aller votre curiosité scientifique. Aujourd'hui, on peut faire des événements à cause de nos commanditaires. Et pour ce soir, nos commanditaires, ils sont ceux-ci. Le REMDUS, les fonds de recherche du Québec, le SAREUS, le vice-rectorat à la recherche aux études supérieures, et on fait également l'événement en collaboration avec la FIRST et Madame la mairesse, Evelyne Baudin, cabinet de mairie. Je ne sais pas la nomination parfaite pour le dire, mais vous aurez compris avec les affiches qu'on va avoir sa présence ce soir pour une présentation. Qu'est-ce que c'est sinon Bistro Brain? C'est également un comité non pas seulement à Sherbrooke, mais aussi à Montréal. C'est fondé en 2017, donc on est en pleine expansion. On va avoir 6 ans en mars. On a également un comité à Trois-Rivières. On a un podcast. On donne des formations de vulgarisation scientifique pour rendre encore plus accessible le savoir sur le savoir accessible. Donc, je laisserai maintenant la parole à Marjolaine Pion. Je ne sais pas si elle est là en ce moment. Oui, exactement. On s'est vu l'autre fois. Donc, pour faire un petit mot à propos de la FIRST, pour la présenter, Marjolaine est vice-présidente aux affaires internes de la FIRST, première collaboratrice pour la soirée. Donc, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, dans le fond, la FIRST, c'est un regroupement étudiant de 11 associations étudiantes facultaires. On a comme mandat de rassembler, représenter, défendre, servir et informer la communauté étudiante. Donc, pour chaque aspect de notre mission, la recherche scientifique occupe une place très importante. D'ailleurs, c'est entre autres pour ça qu'on a créé le poste de la vice-présidence aux affaires universitaires et à la recherche il y a plusieurs années. Un des mandats du poste, c'est de favoriser le développement des connaissances dans des sujets précis qui touchent directement la communauté du premier cycle à l'université. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. La FIRST a notamment mis sur pied des tonnes de conférences pour favoriser le partage du savoir et donner l'air juste à toutes nos personnes cotisantes. C'est entre autres pour cette raison que la FIRST a décidé de s'associer à Bistro Brain. Donc, à une époque où est-ce que... je reprends mes mots. Donc, à une ère où est-ce qu'il y a beaucoup de polarisation, la vulgarisation scientifique est plus que jamais nécessaire pour bien comprendre les enjeux auxquels on est confronté. Donc, c'est pour ça, pour la FIRST, c'est la manière d'améliorer le sort de notre communauté, mais également les enjeux que traverse la société. Donc, merci, bonne soirée. Merci Marjolaine. J'invite maintenant Marilyn Bérard-Fontaine, attachée politique d'Evelyne Baudin, à venir faire un petit message. Oui, non? Je croyais que c'est ce dont on s'était entendu. Ça peut être très court, ça peut être... bonne soirée, merci d'être là. Bien, bonjour à tous. En fait, ça fait longtemps qu'on collabore pour trouver la date parfaite, Alexis et moi, pour inviter notre mairesse à venir parler d'économie. Et c'est ce soir que ça se passe. Donc, merci d'être là. Et puis, profitez de la soirée. Merci Marilyn pour ces mots improvisés. Donc, les introductions étant maintenant faites, on va maintenant passer à notre première présentation. Mais avant, je veux vous attirer votre attention. Je veux amener à votre attention d'être attentif tout le long de la soirée. On vous rend déjà service en rendant ça accessible, puis en enlevant la charge de compréhension de vos épaules, en rendant tout ce qui est présenté le plus simple qui soit. Mais on va quand même vous challenger parce qu'on a un quiz à la fin avec des prix. Donc, premier prix, c'est une carte cadeau de 25 $, Refuge des Brasseurs. Et après ça, on a aussi des consommations en deuxième et troisième place. Donc, cela étant maintenant dit, je vais présenter notre premier invité ce soir. Il s'agit de Mario Lavallée, qui est bien prêt à son poste. Juste le présenter brièvement, il est professeur en finance à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke. Il est aussi adepte de vulgarisation de concepts financiers. Moi, j'ai pris connaissance de son existence à travers un article très bien expliqué. Je pense que c'était La Tribune ou peut-être Radio-Canada. Donc, je l'avais initialement approché en août, croyez-le ou non, puis après quelques courriels à accepter avec tout son enthousiasme. J'apprécie vraiment son humilité aussi durant nos appels. C'est moi qui ai fait son accompagnement.
Et aujourd'hui, il va nous parler d'un peu, il va faire une introduction imagée de la bourse et de ses mécanismes avec une présentation intitulée « Mieux comprendre la bourse ». Donc, je vous invite à l'accueillir très chaleureusement, M. Mario Lavallée. Alors, merci Alexis. Je ne suis pas reconnu pour la qualité de l'image de mes diapos. J'ai un étudiant qui est ici, là, il sait, je ne suis pas un fervent des présentations PowerPoint, mais je me suis forcé. J'avais demandé à Alexis un flip chart où je aurais pu dessiner des choses, puis finalement, j'ai concocté quelque chose qui est correct. Mais je ne vous impressionnerai pas par mes images. Mais les concepts que je vais vous présenter vont vous rester, et c'est souvent ce qui reste quand on parle à nos étudiants qu'on a eus il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Croyez-le ou non, j'ai enseigné dans 6 décennies différentes à l'Université de Sherbrooke. Il faut dire que j'ai donné mon premier cours en 79 comme chargé de cours, puis depuis ce temps-là que j'enseigne, donc ça fait longtemps. Et les étudiants, ce qu'ils se souviennent, c'est des images qu'on a données. Les théories, ils ne s'en souviennent pas, mais l'image et la théorie, souvent, est avec l'image. Donc, ce que je vais vous présenter, la première chose que je vous présente, c'est envier les autres. Et ça m'est inspiré, ça, de Pierre Foglia. Il y en a qui connaissent Pierre Foglia parce qu'ils sont dans mon groupe d'âge, ou en tout cas pas très loin, là. D'autres, ça ne vous dit rien, là, Pierre Foglia, qui a pris sa retraite, il doit faire une dizaine d'années qu'il a pris sa retraite, Pierre Foglia. C'est un Patrick Lagacé en mieux. C'est ce que je vais vous dire. Donc, ça vient de cette idée-là. Et lui, il l'avait fait en texte, moi, je l'ai repris en image. Donc, ce qu'on a ici, on a un individu qui est juste... Oups! Il y a un individu dans le bas complètement là, qui regarde les gens monter et dit « Wow, ça a l'air le fun, cette affaire-là. » Et ça, c'est le genre de choses qui se passe dans les parties de Noël, à Pâques, ou, puis je l'ai vécu dans les années 2000, il y en a qui ont connu le dot-com, là. J'arrivais dans ma belle famille, puis j'avais un beau-frère qui était ingénieur, puis il se vantait de son portefeuille, il avait acheté du Nortel, du Cisco, puis son portefeuille montait, puis ma blonde de l'époque disait « Comment ça que notre portefeuille ne monte pas, nous autres? C'est qui le PhD en finance dans la famille? » Et là, tu as de la pression, parce que tu envies le beau-frère. Tu as le goût de faire comme lui. Tu regardes les gens qui montent, puis tu te dis « Hey, moi aussi, je vais être là. » Regarder quelqu'un s'enrichir facilement, alors que toi, tu ne t'enrichis pas là, c'est très difficile. Très difficile. Fait que là, il y a des gens qui arrivent en haut du sommet. Toi, tu regardes, tu es en bas, tu regardes. Là. Tu dis, hey, j'ai le goût d'embarquer dans ça, moi. Oh boy! Je veux y aller. Je veux m'enrichir. Si vous pensez Bitcoin, là, c'est exactement ça. J'ai le goût de m'enrichir. Donc, j'embarque. Là, je monte. Puis je me dis, je vais me rendre en haut, moi aussi. Puis je vais être riche. Puis là, il arrive un élément, tu te dis, wow, en plus, c'est solide, cette affaire-là. Il y a un pied là, qui te tient. C'est extraordinaire. Oups! Là, tu te rends compte qu'au bout, là, il y a un vide. Mais tu dis, je vais sauter par-dessus, je suis correct. Là, le problème qu'il y a avec ce que vous voyez là, c'est que s'il y a moins de monde à gauche qu'à droite, ça ne marche plus. C'est un piège à con. Ça tombe. Puis là, c'est fini. Ceux qui sont rendus en haut, tant mieux. Là. Soit qu'ils sont chanceux, soit qu'ils savaient dans quoi ils embarquaient, peu importe, ils sont chanceux. Mais il y a un paquet de monde qui se font prendre dans ça. Puis des pièges à con, il y en a plein. Puis il y en a régulièrement. Ce qui monte, c'est pas tout le temps des pièges à con. C'est pas ça que je dis.
Mais quand vous investissez, posez-vous la question, est-ce que je suis dans un piège à con? Si oui, pensez à sortir avant que le piège ferme. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous faire prendre. Donc ça, c'est le premier concept. Il passe bien, là. D'habitude, là, les gens le comprennent assez bien, ça. Deuxième concept, je présente la bourse, les titres comme étant des restaurants. Ça, mes étudiants aiment bien ça quand je présente ça parce que ça les amène à comprendre ce qui se passe vraiment à la bourse. Puis, je vais y revenir, là, mais à un moment donné, les journalistes de Radio-Canada m'appelaient puis me disaient, « Monsieur Lavallée, la bourse a baissé aujourd'hui, il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs. » Je disais, « Non, 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 non. Il y a autant de vendeurs que d'acheteurs. Tu ne peux pas avoir plus de vendeurs que d'acheteurs. Quand moi je vends, il y a quelqu'un qui achète. Tu as peut-être des vendeurs plus pressés, mais tu n'as pas plus de vendeurs. Il y a autant de vendeurs que d'acheteurs à la bourse. D'où me vient l'image du restaurant. Donc, j'ai un restaurant, ici où il y a des gens en dedans. Puis là, ça ne marche pas, là, mais la ligne pointillée, c'est une fenêtre. Les gens de l'extérieur voient en dedans. Est-ce qu'il y a un sourire en dedans? Ou les gens sont malheureux en dedans? Ça influence les gens qui sont à l'extérieur. S'il y a des sourires en dedans, les gens à l'extérieur ont le goût de rentrer. Si tu n'as pas de sourire en dedans, les gens à l'extérieur n'ont pas le goût de rentrer. Puis ce restaurant-là, il y a une porte tournante. Si quelqu'un veut sortir, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui rentre. Parce que la porte tournante, elle fonctionne avec 2 personnes. Donc, il y a un prix d'entrée et un prix de sortie. Si les gens à l'intérieur poussent fort dans la porte pour sortir, le prix va baisser. Puis si la panique est prise en dedans, les gens à l'extérieur vont attendre. Puis le prix baisse. Si le party est pris en dedans, puis il n'y a personne qui veut sortir, puis le monde pousse pour rentrer, le prix va monter. C'est exactement ça qui se passe à la bourse, là. C'est exactement ça. Les gens veulent entrer ou veulent sortir. Si les gens veulent entrer dans Tesla parce que, oh mon Dieu, je veux absolument avoir du Tesla, bien, le prix monte. Si les gens disent non, je ne veux pas être là, ils veulent sortir. Puis plus il y a de gens qui veulent sortir, plus le prix baisse. Plus il y a de gens qui veulent entrer, plus le prix monte. Il y a autant de vendeurs que d'acheteurs. C'est savoir qui est le plus pressé, qui a le plus le goût d'agir. Donc la bourse, ça marche comme ça. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a des restaurants où on sert à manger. Il y a une cuisine, puis on verse des dividendes ou des intérêts, là, mais on donne de l'argent aux actionnaires, aux propriétaires. C'est généralement 4 services par année. Donc, c'est un restaurant où il y a 4 services par année, puis on verse des dividendes. Puis donc, dans ce restaurant-là, on mange. On peut rester là à très long terme, puis on va manger. Sans problème. Le rendement qu'on fait vient de 2 sources ici. Ce que je mange, puis mon prix de sortie. Des exemples de ça, Banque Royale, qui verse un dividende 4 fois par année. Métro, BCE, c'est des restaurants plates. On va se le dire, là, c'est plate. Mais le passage du temps me donne du rendement. J'ai d'autres types de restaurants où on ne sert à rien, même pas à boire. La seule raison d'être dans ce restaurant-là, c'est d'avoir du fun. Puis là, tu regardes les gens dedans, ils ont du fun, il y a le sourire, le party est pris. Pas de boisson, pas de nourriture, mais le party est pris. Ils ont du fun. J'ai le goût de rentrer, je rentre. Tout le rendement, puis j'ai mis tout en gras, là, tout le rendement provient du fait qu'un autre investisseur décide d'entrer, puis me permet de sortir. Tout le rendement. Pas une partie du rendement. Tout le rendement. Pendant tout le temps que je passe dans ce restaurant-là, je ne fais aucun rendement. Donc, je dépends totalement, ça là, moi, j'aime pas ça. Dépendre totalement d'un autre investisseur, toi ou toi, là, pour mon rendement, j'aime pas ça.
dis pas que je ne le fais pas de temps en temps, là, mais j'aime pas ça. Ça, c'est du day trading. J'achète, puis je vends, j'achète, puis je vends. Je n'ai jamais de dividendes. Je ne mange jamais. Des exemples de ça, l'or. J'achète un lingot d'or, là, je peux le regarder pendant 10 ans. Il n'y a pas de croissance. Là. Il reste là. Pétrole. J'achète un baril de pétrole. Que ce soit sur des produits dérivés ou autres, j'achète un baril de pétrole. Il est là. J'achète une carte de hockey. Wayne Gretzky, son année recrue. J'achète une œuvre d'art, un Van Gogh. J'ai du plaisir à le regarder. Là. Peut-être que je peux me vanter d'avoir un Van Gogh. J'en ai pas, là. Peut-être que je peux me vanter d'avoir ça. Mais je n'ai pas de rendement. Le seul rendement que j'aurai, c'est quand je le vendrai. Puis évidemment, Bitcoin fait partie de ça. Je ne dis pas qu'on ne fera pas de rendement avec le Bitcoin, mais je dépends totalement d'un autre investisseur pour mon rendement. Totalement. Conclusion de tout ça, comme investisseur, il faut comprendre dans quel contexte on est. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais acheter de restaurant où on ne sert pas à manger. C'est pas ça que je dis. Sachez que vous êtes dans ce contexte-là. Quand vous vous enviez les autres, posez-vous la question, est-ce que ça serait un piège à con? Posez-vous la question. Puis quand j'achète une action à la bourse, c'est parce que je pense que ça va me servir. Mais je me pose tout le temps la question, la personne qui me vend l'action, qu'est-ce qu'elle pense, elle? Pourquoi elle me vend l'action? Ah, besoin d'argent pour s'acheter une automobile, pour s'acheter une maison? Fine, ça me va. Mais si cette personne-là pense que la compagnie s'en va nulle part, pourquoi moi je pense le contraire? Merci beaucoup. Des questions? Donc, naturellement, on vous invite à vous présenter au micro sur pied pour vos questions. On a à peu près 5 minutes, donc la parole est à vous. Tu peux attendre à lundi pour me poser la question. J'y enseigne le lundi matin, lui. Vous avez parlé du manque de dividendes ou de certains manques de revenus d'entreprise. Comment est-ce que vous autres, vous percevez ça? Je te dirais que tu peux avoir aussi un piège à con quand il y a des titres qui versent des dividendes. Un restaurant où tout le monde veut aller, puis il y a beaucoup de pression à la hausse parce que c'est à la mode, entre guillemets. Il y a une possibilité de piège à con. Il y a une possibilité de piège à compte dans des titres de croissance. On l'a vu dans le cannabis, il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais pas trop. Là. J'avais une amie qui était chez Valeurs Mobilières Desjardins, puis elle me disait, Mario, si tu savais le nombre de comptes qu'on ouvre pour des jeunes, ils déposent 2-3 000 puis ils achètent des titres de cannabis. Ça, là, c'est des indications qu'il y a un piège à con, là. Les gens veulent s'enrichir vite. Puis Tesla, c'en est peut-être un piège à compte, peut-être pas, là. Mais Tesla, on peut prendre l'exemple, puis là, ils coupent les prix. Tesla coupe les prix, Ford coupe les prix. Tesla a une évaluation, je ne sais pas, là, plus grande que GM, Ford, Volkswagen, tout ensemble. C'est un peu comme si GM, Ford puis Volkswagen regardaient Tesla construire des véhicules électriques puis disaient ben, c'est donc dommage qu'ils construisent ça. Hey, les autres aussi, ils en construisent maintenant. Ils en vendent. Puis Tesla, c'est sûrement que Tesla va continuer à exister, mais ils ne prendront pas 45 du marché des véhicules électriques. Les autres, ils vont réagir. Donc, posez-vous la question, est-ce que c'est en mode, puis là, c'est un peu une image passée. Là. Quand le chauffeur de taxi vous parle d'un titre, là, je pense que là, il y a une possibilité de piège à con. J'exagère un peu, je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça, là, mais
de bac première année qui viennent me poser des questions. Ils disent, monsieur, le Bitcoin, puis le Bitcoin me dit, ça sent le piège à con, ça. Ça ne veut pas dire que c'en est un, mais je me méfie de ça. Je me méfie de ça. Une autre question? C'était vraiment très très clair. Merci beaucoup. Et non, c'était une introduction. Il y a une énorme composante psychologique. C'est la conclusion des deux concepts là. Et quand on voit une valeur, qu'on dit Tesla, c'est tant de dollars par exemple, ça a l'air d'être numérique, d'être carré, d'être objectif. Et puis ce que je vois en fait, c'est que si on dit Tesla c'est 100 $, eh bien ces 100 $ là, c'est quoi la valeur? Comment vous définissez la valeur? Et tu as tout à fait raison là, qu'il y a un élément psychologique dans ça très très fort. Puis il y a depuis, je dirais, 15 ans peut-être, il y a un pan de la finance qu'on appelle la finance comportementale, le behavioral finance, parce que l'être humain, le marché financier, c'est un système social avec des humains. Là. Puis des humains, on est des mammifères, avec des émotions, puis avec un cerveau reptilien, puis le cortex frontal aussi qui réfléchit, là, mais des fois en placement, le cortex frontal, il n'est pas toujours là. On a des émotions, puis on vit avec. Et la valeur, c'est ce que l'entreprise va te générer. Les bénéfices que l'entreprise va faire et qu'elle va redistribuer éventuellement à ses actionnaires. Et on a tellement de biais comportementaux, là. Warren Buffett dit l'investissement, pas dans le clavier. Warren Buffett dit l'investissement, c'est simple, mais c'est pas facile. Là, tu dis, attends un peu, c'est quoi la différence entre simple et facile? Simple, ça veut dire que les règles sont simples. C'est pas facile, ça veut dire que je combats mes émotions. Je vais vous donner un exemple, là, puis il y a un prix, je vais être sur mon lit de mort, je vais me souvenir, bien, peut-être que si je fais de l'Alzheimer, je ne m'en souviendrai pas, là, 2,36 $. J'achète un titre, 2,36 $. Un peu plus tard, puis là, on parle de coût d'opportunité, on a parlé de coût d'opportunité tantôt. Quelques mois plus tard, là, je me dis, Mario, il est rendu à 2,05 $. T'en rachèterais-tu à 2,05 $? Non, non, non. Donc, tu devrais vendre? Oui. Mais je vais attendre qu'il touche 2,36 $. Parce que je ne voulais pas fermer cette transaction-là sur une perte. Donc, j'ai attendu. La compagnie est allée en faillite. Parce que je ne voulais pas émotivement réaliser une perte. Il faut savoir contrôler nos émotions quand on investit à la bourse. C'est notre pire ennemi. Ce n'est pas le marché, c'est nous autres, nos émotions. C'était la dernière question. Merci. Malheureusement, je dois vous quitter. J'ai un autre engagement. J'aurais aimé ça voir Mme Baudin. On a travaillé un petit peu ensemble. J'ai fait un mandat à la ville pendant qu'elle était conseillère. J'aurais aimé ça la saluer, mais une autre fois. On lui transmettra tes salutations. Donc, merci encore une fois, M. Mario Lavallée, pour la présentation, votre présence. Donc, ça va bien. On a une bonne mise en bouche, hein, comme on dit. On a brisé la glace. Donc, on enchaîne avec la présentation de Samuel Carbonneau, qui en est à sa deuxième présentation à Bistro Brain. Ça va donc faire de lui un membre honorifique. On va avoir une petite carte qui va venir avec ça, éventuellement, quand on aura passé à l'impression. Pour le décrire, à part être un gentil monsieur et qui sourit très bien, il détient une maîtrise en fiscalité et il avait présenté un événement business du 10 novembre de l'année dernière. Puis aujourd'hui, il nous invite à jeter un regard nouveau sur les impôts à travers une présentation intitulée « Le gazon fiscal est-il plus vert ailleurs? » Merci de l'accueillir. Reste devant la...
pour rester dans le cadre. 1, 2, 1, 2, patate, poêle, c'est bon? Le son, vous m'entendez bien? Merveilleux. Je sais pas comment je vais faire ça. Mes cue cards, le pointeur. OK. Donc, merci beaucoup d'être là ici ce soir. Comme Alexis disait, c'est ma 2e fois à Bistro Brains. Je suis super content d'être là. C'est toujours très le fun, ces événements-là de vulgarisation scientifique. Ça me touche beaucoup, puis j'aime beaucoup ça, parler de mon domaine. Ça me passionne vraiment. Donc, le gazon est-il plus vert ailleurs? Qu'est-ce que j'entends par cette question-là? On entend vraiment souvent dire « on paye trop d'impôts, c'est pas le fun au Québec, tout mon argent s'en va au gouvernement, blablabla ». Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que si je déménageais aux États-Unis, si je déménageais en Finlande, je serais mieux pour mon argent que je donne au gouvernement? Donc, c'est la question à laquelle on a essayé de répondre avec ma recherche. Oh, mon Dieu, c'était-tu ça la 2e diapo? Oui. Donc, premièrement, nous, on a décidé de comparer le Québec avec l'Australie et la Suède. Donc, pourquoi ces pays-là? Pourquoi la Suède en premier? C'est un pays dont le poids de la fiscalité est assez élevé. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que je veux entendre par poids de la fiscalité, inquiétez-vous pas, je vais y revenir dans 2 diapos. Oh! Il y a un roi. Vous avez peut-être vu un roi passer. Oui, la Suède, c'est une monarchie constitutionnelle. C'est aussi un pays unitaire. Donc, il y a une forme de gouvernement similaire à celui qu'on a au Québec, donc avec roi, premier ministre, gouverneur général, etc., etc. Mais c'est un pays unitaire, contrairement au Canada, qui est une fédération. Donc, là-bas, ils n'ont pas de province, ils n'ont pas de territoire. C'est vraiment juste le gouvernement, les villes. C'est aussi un pays qui fait partie du groupement qu'on appelle les pays scandinaves dans nos autres publications à la chaire de recherche. Ça inclut la Norvège, la Finlande, l'Islande, le Danemark et la Suède, si je me souviens bien. Donc, c'est ça. Et c'est une petite économie ouverte. Ce qui les gens qui sont économistes ici savent peut-être plus que moi ce que ça veut dire, mais pour les gens qui ne le sont pas, c'est que l'économie est trop petite pour influencer les taux monétaires mondiaux, mais quand même contenu et quand même géré par l'extérieur, par les taux mondiaux, par l'économie mondiale. Et la superficie est légèrement plus petite qu'au Québec, mais la population est plus grande. On se demandait aussi si le territoire et si la population avaient une incidence sur le système fiscal du pays. Pour ce qui est de l'Australie, le poids de la fiscalité est vraiment plus bas qu'au Québec. On se demandait si ça voulait dire que le système était vraiment diamétralement à l'opposé ou c'était pas important. Un autre roi. Effectivement, l'Australie, ça fait partie du Commonwealth. C'est géré par anciennement l'Empire britannique, là, maintenant le roi de l'Angleterre. Donc, le gouvernement est similaire aussi au Québec, avec premier ministre et tout ça. Et l'Australie, c'est aussi une fédération. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, l'Australie a aussi des provinces comme le Québec, comme le Canada. C'est aussi une petite économie ouverte. On s'est dit que vu que les 3 juridictions l'étaient, ça allait faciliter la comparaison. Et l'Australie, dans son cas, la population est beaucoup plus grande et la superficie est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Mais en général, pourquoi est-ce qu'on a fait cette recherche? Premièrement, c'était pour valider les données qu'on obtenait chaque année. La chaire fait un bilan de la fiscalité québécoise et on se compare chaque année avec 36 autres pays membres de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Et on voulait vraiment valider que les données qu'on allait chercher chaque année étaient bonnes. On voulait aussi s'inspirer de ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays en fiscalité. Peut-être essayer d'imaginer des nouvelles politiques fiscales, essayer de conseiller des gouvernements avec des choses nouvelles et contextualiser ce qu'on trouve chaque année avec la réalité. On va chercher des chiffres à chaque année, mais qu'est-ce qu'il en est de la réalité, qu'est-ce qu'il en est du fonctionnement du système, on n'en avait aucune idée. Mais ma raison préférée pour avoir fait cette recherche,
C'était effectivement mon essai de maîtrise. J'ai un petit peu menti dans ma biographie. J'ai pas encore tout à fait ma maîtrise en fiscalité. Elle est déposée, elle va être corrigée, mais je l'ai pas encore obtenue. Donc, qu'est-ce qui sont les principaux indicateurs qu'on a utilisés pour cette recherche-là? Le contexte est presque fini, je vous jure qu'on arrive au résultat. La structure fiscale, tout d'abord. La structure fiscale, ce que c'est, très simplement, on prend l'ensemble des revenus fiscaux d'un pays, puis on les divise arbitrairement là, selon les divisions de l'OCDE. Donc, par exemple, quelle portion de la fiscalité est assignée à l'impôt des particuliers, celui qu'on paye, vous et moi, à chaque fin d'année. J'avais dit que j'y revenais. La pression fiscale, c'est très simplement aussi l'ensemble des revenus fiscaux divisé par le PIB nominal, pour ceux qui voulaient la précision. Ça nous permet de voir à chaque année quelle partie de la richesse d'un pays est récupérée par la fiscalité. Et finalement, la charge fiscale nette, on ne l'a pas inclus dans l'étude en tant que telle, mais je me suis quand même amusé à comparer, mon Dieu, la catastrophe, je me suis quand même amusé à comparer de quoi ça avait l'air pour les trois pays. C'est le pourcentage du revenu que je gagne chaque année qui va finir dans les poches de l'État. Par exemple, au Québec, un parent monoparental pourrait recevoir l'équivalent de 11 % de ses revenus annuels en prestations, en remboursement. Sa charge fiscale nette serait de moins 11 %, mais un célibataire sans enfant qui a un plus haut revenu pourrait payer autour de 30 à 40 % d'impôts à la fin de l'année. Sa charge fiscale nette serait de 30 à 40 %. Des exemples de ce qu'on fait avec ces indicateurs-là. Ce tableau-là ici, qui n'est pas mon idée, qui est l'idée de mon superviseur, j'ai aucun crédit pour ça. On a croisé les modes de perception des impôts avec les paliers de gouvernement, puis on a appliqué le poids de la fiscalité là-dessus pour donner un portrait global de où s'en va l'argent dans les deux pays et le territoire du Québec. Donc, ça donne une bonne idée. On a aussi fait des comparaisons dans le temps. Ici, on a une comparaison de 1981 à 2021 du poids de l'impôt sur les salaires. Donc, on a pris le poids de l'impôt dans le temps. L'impôt sur les salaires, pour ceux que ça intéresse, c'est un prélèvement qui est fait sur la masse salariale totale. C'est les employeurs qui payent ça par-dessus des salaires. Donc, on voit que la Suède s'en sert beaucoup plus que les deux autres juridictions. Et ensuite, on a aussi fait des comparaisons de la structure fiscale dans le temps. Donc, on peut voir, il y a carrément là, en Australie des sections qui manquent. Il y a des sections qu'il n'y a pas comparé aux deux autres juridictions. Et les plus observateurs pourront remarquer que j'ai oublié d'enlever ma souris sur mon graphique quand j'ai fait ma capture d'écran. Donc, bravo, c'est super. Donc, où est-ce qu'on a trouvé ça, toutes ces belles informations-là? Je ne passerai pas mon temps à toutes vous les dire, mais en majorité, c'était l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Celle-là, il ne faut pas la nommer. On est arrivé au résultat. Youpi. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé qui était intéressant avec la Suède? Premièrement, puis là, je vous jure, là, je vais parler beaucoup des municipalités ce soir. J'avais aucune idée que la mairesse allait être là. C'est juste un addon. Les municipalités sont extrêmement importantes en Suède. En Suède, il y a 290 municipalités qui peuvent chacune prélever des impôts séparément et faire leurs propres modifications à leur loi de l'impôt. C'est énormément d'administration par rapport au Québec qui a l'ARC, l'Agence du revenu du Canada, puis Revenu Québec, puis c'est tout. En Suède aussi, c'est des impôts qu'on appelle un flat tax. C'est un seul taux à retenir, dépendamment de où est-ce que vous habitez. Vous avez un taux d'impôt à payer, peu importe votre niveau de revenu. Puis, il y a un deuxième taux qui est appliqué au niveau national une fois que vous avez dépassé un certain seuil de revenu, qui est comme un impôt sur la richesse, mais ce n'est pas vraiment sur la richesse parce que le seuil est vraiment très bas. En Suède aussi, le fardeau fiscal revient en grande majorité aux employeurs. C'est les employeurs qui font les cotisations sur votre salaire, comme ce qu'on a ici, le RRQ, l'assurance-emploi, etc. C'est les employeurs qui payent les impôts sur les salaires, qui sont additionnels à leur masse salariale. C'est les employeurs qui retiennent votre impôt sur le revenu à la fin de l'année, comme on a ici aussi.
Ce que ça a comme avantage pour la Suède, c'est qu'il y a beaucoup moins d'agents de perception, donc il y a beaucoup moins d'administration. Ça réduit le nombre d'acteurs impliqués. Puis finalement, est-ce que vous trouvez ça élevé, 15 % de taxes à la consommation au Québec? En général. Correct, correct. En Suède, c'est 25 %. Puis il n'y a personne qui chiale. Je comprends pas pourquoi. Mais en fait, en Suède, c'est 25 %, mais il n'y a presque pas d'exemption. C'est presque 25 % sur tout. Il y a certaines exemptions qui descendent à 12, certaines qui descendent à 6, puis on peut compter les taux de 0 % sur le bout de nos doigts. Donc, ça aide un petit peu à avaler le morceau. Puis, on peut voir ici à quel point la fiscalité municipale est importante en Suède. Si on regarde le segment en bleu foncé du graphique, c'est le poids de la fiscalité municipale en Suède par rapport à toutes les autres juridictions. C'est immense par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'il y en est de l'Australie? En Australie, il n'y a aucune cotisation sociale. Assurance emploi, Régie des rentes du Québec, assurance médicaments, tout ça, 0 sur votre salaire. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun de ces services-là? Par contre, pas du tout. Ils sont quand même offerts, c'est juste qu'ils sont gérés différemment et ils sont payés à partir de l'argent qui est fait par l'impôt sur le revenu. Donc, ça fausse un petit peu les données quand on regarde l'Australie. Si on ajoutait l'équivalent de ce qui se ferait en cotisation sociale, le poids de la fiscalité de l'Australie se rapprocherait plus de celui du Québec. En Australie, on a un système d'impôt progressif comme celui qu'on a au Québec. Si on voit la ligne rouge, c'est le barème d'imposition progressif de l'Australie. La ligne bleue, c'est celui du Québec et du Canada combiné. Parce que c'est compliqué si c'était juste le Québec. En Australie aussi, on est beaucoup moins gêné de faire des partenariats avec le privé. En Australie, il y a des partenariats avec le privé pour des assurances-emploi et des régimes de retraite et de l'assurance médicaments. En fait, l'Australie aime tellement pas qu'on prenne l'assurance médicaments du gouvernement qu'ils vont vous pénaliser s'ils jugent que vous n'en avez pas besoin pour essayer de vous pousser à aller chercher une assurance médicaments privée. Et c'est un système qui fonctionne assez bien. Les prix des médicaments restent assez bas en Australie. Puis, en Australie aussi, on se rend compte que les provinces ont beaucoup, beaucoup moins d'autonomie qu'au Québec. Les provinces ne peuvent pas percevoir leur propre impôt comme nous. Ils peuvent seulement percevoir un impôt sur les salaires qui est utilisé seulement pour l'assurance médicaments. Donc, c'est presque rien. Puis ici, on voit, je pensais que l'écran allait être plus gros. Donc, excusez-moi. L'Australie est toujours bonne dernière là, dans ce qui est des poids de la fiscalité, peu importe le mode de prélèvement. Mais ce qu'on se rend compte, même s'ils sont bons derniers, ça ne veut pas dire que leur système est si différent que ça du nôtre. Il est quand même assez similaire. Donc, c'est quoi les constats qu'on fait avec tout ça? Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a énormément de place au Québec pour plus de fiscalité environnementale. En Suède, pour donner un exemple, le marché des enchères au carbone, le prix d'une unité de carbone est de 153 $ canadiens. Le prix au Québec est de 35 $. Donc, au Québec, ça ne marche pas au niveau que c'est en ce moment. Ça ne décourage pas les gros émetteurs d'utiliser des sources d'énergie fossile. En Suède, ça marche extrêmement bien. Ils ont atteint leur cible de réduire leurs émissions de 35 % de leur niveau de 1995, je pense. Mais on n'est pas pire que l'Australie. L'Australie a implémenté une taxe sur l'essence, a gelé le taux en 2011, puis s'est dit « Ouais, on est good avec ça, on continue de même. » Puis c'est maintenant un des plus grands émetteurs per capita au monde. Il y a aussi ce qu'on a remarqué, la simplification et l'automatisation dans les déclarations d'impôts, c'est possible. Les deux juridictions qu'on a regardées, la manière que ça marche, c'est à l'inverse de nous. Le gouvernement va vous envoyer votre déclaration pré-remplie sur une application sur votre téléphone. Votre seul job, c'est de la regarder, vérifier que les informations sont exactes et la renvoyer au gouvernement. C'est super simple. Ce qu'on a regardé aussi, qui est cool pour le Québec, on reste les plus généreux pour les familles qui ont des plus faibles revenus des deux juridictions qu'on a regardées. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il faut toujours faire un choix entre équité et simplicité.
C'est un débat qui revient énormément en fiscalité. Au Québec, la raison pourquoi les déclarations sont plus compliquées, c'est parce qu'on cible énormément des groupes très distincts et c'est beaucoup de fardeau administratif de faire ça, mais ça rend le système beaucoup plus équitable. Si on regarde en Suède ou en Australie, il y a beaucoup moins de ciblage, mais les charges fiscales sont beaucoup plus élevées pour tout le monde égal. Donc, des familles qui sont dans le besoin vont peut-être payer trop par rapport à ce qu'elles peuvent payer. Puis, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que si on voulait appliquer exactement la recette de la Suède au Québec, ce serait beaucoup trop compliqué parce que le Québec a 1290 à peu près municipalités. Faire une loi de l'impôt distincte pour chacune de ces municipalités-là, essayer de trouver les frontières, de dire « Ah, mais moi, j'utilise plus les services de Saint-Donat, mais je vis à Saint-Agapit de je sais pas trop où. » Trop complexe, trop de fardeau administratif, ça faudrait simplifier la formule. On est arrivé à la fin. Qu'est-ce qu'on fait avec les résultats de cette recherche-là? Moi, étant un jeune idéaliste qui n'a pas encore été désillusionné par le marché du travail trop, je dis, on change le monde. Ça a l'air vraiment intense comme ça, mais je pense que, personnellement, je pense que la fiscalité est un super bon outil pour changer les comportements des gens. Si on est capable de se calquer un petit peu sur ces mesures-là pour essayer de faire réduire les émissions de gaz à effet de serre, on le sait que ça marche, on le voit en Suède, ça a super bien fonctionné, puis le système, ce serait possible de l'implémenter au Québec. Si on regarde la fiscalité municipale, ce serait un super bon outil pour essayer de donner plus de moyens aux municipalités pour redistribuer aux gens qui en ont plus besoin, parce que les municipalités là, savent c'est qui les groupes qui en ont besoin. Ils sont proches d'eux autres. Puis, un peu plus abstrait, mais un peu plus dans mes rêves. Là. Je ne pense pas que je vais pouvoir participer à ça dans ma vie, mais j'espère. Le commerce international s'accélère très, très, très vite. Les multinationales grossissent à vue d'œil et la fiscalité n'est pas capable de suivre. Si on veut être capable de faire des mesures fiscales au niveau mondial qui sont intelligentes et efficaces, il faut commencer, comme on a fait, à accumuler de la connaissance sur comment le système marche ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait marier plusieurs systèmes ensemble pour être capable que les grosses multinationales payent leurs dû aux communautés dans lesquelles elles s'installent, pas seulement aux endroits où elles disent qu'elles ont élu résidence. Donc, voici la seule source, c'était mon propre essai. Lisez-le, il est disponible en ligne. Merci beaucoup tout le monde. Oui. Oui, je vais répéter la question parce qu'elle n'a pas pu la dire dans le micro. L'Australie utilise un système d'assurance médicaments majoritairement privé, mais on voit aux États-Unis que ça pose un petit peu problème. Les prix des médicaments sont astronomiques puis ça marche plus. Donc, comment est-ce que l'Australie fait pour éviter ça? La réponse est simple. L'Australie utilise un système privé, mais le gouvernement surveille énormément la compétition qu'il y a dans ce système privé-là. Dans le fond, tous les partenariats publics-privés sont lourdement supervisés par le gouvernement pour être sûr que la compétition s'en mêle pas, puis que ça ne devienne pas des prix astronomiques, comme on a vu, comme on peut voir aux États-Unis. Je pense que c'est comme 140$ par dose pour une dose de médicaments pour le diabète. Ça n'a aucun sens, là. Une autre question? Yes. Merci, Sam. Donc, ça se pourrait que c'est une question assez nounou, mais tu me connais, je suis biologiste. Donc, quand tu compares les économies de différents pays, est-ce que tu as comparé le niveau de corruption dans chaque pays? Est-ce que ça a une grosse influence dans la politique fiscale de chaque pays? Je voulais le faire au départ. Quand j'ai élaboré les sections du document, je voulais voir à quel point la corruption, l'économie souterraine prenait une grosse partie de l'économie dans chacun de ces pays.
malheureusement, on a été limité par le nombre de pages, mais de ce que j'ai vu dans mes recherches préliminaires, la Suède a une autorité la Suède a une autorité fiscale qui est très efficace pour lutter contre l'économie souterraine. Puis, ils ont mis des mesures en place qui encouragent les particuliers à sortir de cette économie souterraine-là. Contrairement à ce qu'on pourrait dire au Québec, que c'est des mesures qui sont punitives pour les gens qui en font partie, mais il n'y a rien vraiment qui les encourage à en sortir. Je ne sais pas si ça a un petit peu d'influence sur le système, mais c'est pas c'est pas le focus, dans le fond, du système. Es-tu allumé? Tu parles éventuellement mondialiser la fiscalité, mais actuellement, si on regarde l'OTAN, l'OCDE, l'OMC, la direction que ça prend actuellement, est-ce que c'est vraiment viable à court terme? Puis à moyen terme, comment est-ce qu'on pourrait s'intégrer tous ensemble, étant donné les différences culturelles, fiscales dans l'ensemble? Tu comprends un peu où je veux en venir? D'abord, ma réponse sera pas exacte. C'est pas du tout mon champ d'expertise et c'est très complexe, la fiscalité internationale. En ce moment, l'OCDE pousse très fort, et d'ailleurs, une des chercheurs à la chaire en fiscalité où je travaille a travaillé là-dessus, Lynn Latulippe, pousse très fort pour un système d'imposition mondiale pour les sociétés qui serait un minimum mondial à 15% du profit des multinationales, je crois. Je ne me souviens pas exactement des chiffres. Je pense que c'est une bonne solution pour ouvrir le bal, pour casser la glace. Je pense qu'après ça, il y aurait peut-être quelque chose à faire qui serait plus complexe, mais plus juste, puis qui serait efficace pour redistribuer ces profits-là aux territoires sur lesquels ils ont été faits, à qui ça revient de droit, et pour bonifier les services qui sont offerts aux travailleurs dans ces régions-là. C'est sûr qu'en ce moment, l'OCDE a environ 187 traités, environ 130 personnes qui ont signé un traité multilatéral qui joint plusieurs juridictions ensemble pour s'assurer que les mesures fiscales internationales entre les pays soient égales et justes. Il y a encore plusieurs pays qui ne l'ont pas signé encore, mais c'est aussi un pas dans la bonne direction, cet outil-là, puis ça va permettre d'uniformiser la fiscalité au niveau mondial. Encore là, je ne suis pas un expert, je ne peux pas me prononcer sur de quoi ça va avoir l'air dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la fiscalité mondiale. On continue cette belle soirée Économie et Société avec une présentation de Pierre-Nicolas B. Tousignan. J'ai fait sa connaissance il y a vraiment peu de temps. En fait, j'ai rencontré à un dernier événement Lutte sociale hier et d'aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là, on avait 95 personnes sur place. C'est vraiment une belle soirée, comme à l'habitude avec ce thème. J'ai vraiment pu constater immédiatement sa curiosité insatiable scientifique et vraiment la tête de l'emploi pour une présentation de BistroBrain. Puis on cherchait justement quelqu'un dans le domaine de l'économie pour faire une présentation de BistroBrain. Donc, des fois, les choses se passent quand les astres sont alignés. Pour le présenter, il est étudiant au bac en sciences économiques appliquées, mais il s'intéresse à des facteurs plus près de l'humain, des émotions, de ce côté plus qualitatif. Et sa présentation aujourd'hui porte sur le pouvoir commun que nous avons face à l'inflation. Merci de l'accueillir. Bonsoir. Je reconnais quelques visages dans la place, entre autres mes colocs. Je veux saluer ma mère, mais principalement, je veux vous saluer. L'inflation et moi, on ne parlera pas de dollars. Je vous dis tout de suite, on ne parlera pas de dollars. Vous avez tous pris le choix aujourd'hui de venir ici à BistroBrain entre 5 et 7, pour ceux qui sont arrivés un peu après, un peu avant. Mais vous auriez pu être ailleurs.
On a parlé avec Mario du coût d'opportunité, non? Vous auriez pu être n'importe où ailleurs, mais vous êtes venu ici. Selon la théorie économique, vous l'avez faite pour optimiser votre bien-être. Et ce soir, on parle de bien-être. Donc l'économique, la science économique, ça mange quoi en hiver? C'est une science qui étudie le choix par rapport à la rareté. Donc on ne peut pas être à deux places en même temps. 24 heures dans une journée, voilà nos contraintes. Et au final, j'étudie pas les dollars, mes amis. On le dit en anglais, welfare economics, qui se traduit l'économie du bien-être. Ici, je vous ai mis un beau bonhomme avec une belle posture. En gros, ce qu'il dit, c'est que l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. On va en discuter, mais gardez ça en tête ici pour Milton Friedman, une main d'applaudissement. Donc, l'inflation, c'est quoi? Pensez à l'inflation comme la vitesse auquel le prix augmente, étant donné que le prix est un ballon. Ici, on voit le ballon expandre, ce qui est l'inflation. Et donc, il y a une croissance des prix dans le temps. On passe à l'inflation comme une mesure annuelle, donc sur une année. Eh bien, pour tout ce qu'on consomme en biens et services. Mais ce soir, on va se concentrer sur une chose. On est au refuge des brasseurs, non? Fait qu'ici, l'inflation, je vous le passe en pouvoir d'achat en termes de 100 bières. Vous pouvez vous payer 100 bières dans une année, ou plutôt dans la soirée, ce qui recommande au moins de pouvoir payer les 100 bières. Donc, votre revenu étant donné la consommation de 100 bières est de 100 bières. Toutefois, si je vous disais que votre salaire, ou plutôt votre revenu, accroissait de 3 % pendant que l'inflation, elle, était de 2 %, on se disait donc, ici, le revenu étant de 103, moins l'inflation 102, vous reste donc 1 bière de consommation de plus que l'an dernier. Donc, vous avez gagné du pouvoir d'achat. Ce qui s'est passé actuellement, en fait, c'est que si votre revenu accroît de 3 %, l'inflation actuellement à 6,3, 6, eh bien, vous perdez 3 bières par rapport à l'an dernier sur la consommation que vous aviez de bien-être. Donc, encore une fois, nous sommes au refuge des brasseurs. Et tout le monde ici consomme de la bière pour une raison arbitraire. On consomme que de la bière. Il n'y a que de la bière ici. Et donc, tout le monde veut consommer l'entièreté de son revenu, les 100 bières qu'on a parlé précédemment. Et les quantités sont limitées. Si, dans un mercredi normal, le refuge des brasseurs pouvait servir uniquement 12 barils de bière et se disait, dans la normale, je fais ma soirée de mercredi avec 12 barils. Mais qu'au même moment, on se fait donner des chèques du gouvernement anti-inflationniste, merci beaucoup, peu importe le palier gouvernemental, et ça, peu importe. On revient à Milton Friedman, un accroissement de la monnaie est toujours et tout le temps. Là, ce que je vous dis, c'est qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est que tout le monde veut consommer le 500 pièces de plus. Admettons que c'est 5 bières par personne de plus. Donc, 5 bières par rapport à 100 bières. Je vous pose la question ouverte. Ah, est-ce que le bar va fermer ce soir avant 3 heures? Ou est-ce que le prix devrait augmenter de sorte à capter l'accroissement de monnaie en circulation, donc les 5 bières additionnelles? J'entends B. En réalité, c'est un modèle quand même simplifié. On définit une année comme étant une soirée, mais l'inflation peut venir de plusieurs fronts, puis entre vous et moi, j'ai jamais vu un bar fermé. Donc ici, on peut voir la première situation est une diminution de la quantité offerte. Vous connaissez probablement la croix keynésienne, vous l'avez vu dans le journal, peut-être, offre demande. On en a parlé un peu ce soir, mais ici, on va parler les quantités offertes de bière et le prix. Si la quantité offerte, la ligne bleue ici, rétrécit, donc si je vois mon pointeur est ici, mais maintenant la courbe serait ici, théoriquement, le prix serait un peu plus haut sur la courbe de demande, ce qui veut dire que si, mettons, il y aurait une guerre en Ukraine, un des plus grands exportateurs de céréales, la bière est en fait de céréales, on pourrait voir une diminution de la quantité de céréales disponible pour faire de la bière. Et donc, peut-être qu'il y aurait peut-être 10 barils de bière ce soir au lieu de 12. Dans ce cas-ci, ce serait un facteur qui pourrait entraîner l'inflation. En deuxième temps, on voit ici la hausse des facteurs de production. Moi, la bière coûte plus cher. Je demande à mon boss de me payer plus cher. Je veux 102 bières, là. Elle me coûte 102 bières. Oui, mais s'il me paye 106 bières, puis elle coûte 103 bières, bien, au final, il va monter le prix de la bière. Mon boss, il faut qu'il me paye, mais il faut qu'il se paye aussi. Donc, l'accroissement de notre salaire aussi peut contribuer à une spirale
salaire-prix ici que je vous ai mis, qui en fait est découlé de nos attentes. Ce qu'on parlait un peu plus tôt avec Mario, le comportement face à ce qu'on ressent. Donc, si moi, je crois que le prix va monter plus que mon salaire, j'en demande plus. Et donc, si je le reçois, il va falloir une compensation. Ce qui entraîne en soi un accroissement irrégulier des prix. Et donc, mes attentes vont élever sur un prix plus élevé demain. Toutefois, on reste ici avec un accroissement de la quantité de monnaie qui serait plus prononcé, vous voyez le petit canard vers la monnaie, que l'accroissement de la production. Donc, je produis 12 barils de bière dans mon année. Mais toi, tu peux te payer 13. Je vais te faire payer 12 barils au prix de 13 pour pouvoir compenser, parce que sinon, je vais juste fermer le bar, ce qui n'arrivera pas. Pour ceux qui travaillent dans les bars, là, ça arrive très rarement que le bar ferme avant 3 heures, s'il est marqué 3 heures. Donc voici, ça, c'est 3 des fronts les plus communs qu'on peut voir pour l'accentuation de l'effet inflationniste dans un système de marché. Pourtant, on voit l'effet inverse ici. Quand le prix diminue par rapport à l'an passé. Ce qui me coûtait 100 bières me coûte 99 bières. C'est encore une fois face aux attentes. Si le prix diminue, est-ce qu'on consomme plus nécessairement? Moi, si le prix il est pour augmenter demain, je consomme aujourd'hui. Mais si le prix, je m'attends à ce qu'il diminue demain, on se retrouve ici avec une baisse des prix qui m'emmène à croire que les prix vont continuer à baisser. Donc, je baisse encore ma consommation. Les entreprises baissent leur production. Éventuellement, ça crée du chômage. Et plus il y a de chômeurs sur le marché, plus qu'il y a de la demande, moins qu'il y a de la demande pour l'employé, donc plus qu'il y a de l'offre pour de l'emploi. Moi, je veux travailler, mais il n'y a personne qui peut me payer parce que tout le monde baisse ses attentes de prix, ce qui entraîne une baisse de la demande après la baisse des salaires. Étant donné que moi, mon salaire baisse, je ne peux pas me payer tout ce que je me payais hier. La vraie question sous-jacente, c'est est-ce qu'on aime mieux une inflation légère mais contrôlée ou une spirale déflationniste? Je n'ai pas la réponse pour vous, mais ce que je veux comprendre, puis ce que je veux vous faire passer comme message, l'important de cette présentation, c'est de comprendre ici que l'inflation reflète en partie nos choix et nos attentes. Que fondamentalement, tout ce qui se passe autour de nous est une réflexion de nos comportements, de ce qu'on fait avec nos dollars, mais plus précisément ce qu'on fait de notre bien-être. Donc, ici, j'ai un petit exemple papier de toilette COVID. L'histoire va comme suit. Moi, il y a un érudit qui m'a dit « Nick, il va y avoir une pénurie de papier de toilette à l'épicerie là, demain. » Je dis « Ah ouais? » Quelqu'un d'autre a eu cette information-là au début de la COVID 2020. Moi, on m'a dit qu'on a fait des réserves de papier de toilette. On n'en avait pas besoin dans ma coloc. Je vous jure, on n'en avait pas besoin. On en a fait. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une petite contraction. Hein? On a entendu des messages. Puis au final, il n'y avait pas de pénurie au Canada, au Québec, parce que le papier de toilette n'était pas dans nos épiceries. Il était dans ma salle de bain. Il était dans la vôtre. Comme il n'y a pas de pénurie actuellement de médicaments ou d'antibiotiques dans les pharmacies, en fait, oui, dans les pharmacies, mais ils sont dans vos pharmacies, pas dans les pharmacies. Ce que je veux dire ici, c'est que si nos attentes sont partagées, elles contribuent à créer une certaine réalité dans laquelle on est. Si vous consommez d'un produit, on va vouloir vous en offrir. Et à l'inverse, si vous n'en consommez pas, on ne vous en servira plus. Le message ici est que réduire notre consommation aujourd'hui peut diminuer l'inflation. La Banque centrale, j'en ai pas parlé, oui, elle fait son travail indépendamment de tout ce qu'on fait, mais nous, on peut avoir un impact à tous et chacun sur l'inflation si elle est trop élevée. Ça ne vaut pas la peine de continuer à consommer, épargner. Ici, j'ai mis une petite bibliographie pour ceux qui veulent s'inspirer. C'est la plupart des manuels qu'on va lire en économique au bac. Fait que si vous voulez commencer à quelque part, peut-être pas la théorie générale, là, mais il y a une belle moustache, par exemple. Mais en gros, rappelez-vous, l'inflation, c'est nous. Merci beaucoup. Des questions?
Oui, non. Adjugé. En ce moment, le gouvernement met beaucoup d'emphase sur le fait de baisser notre consommation d'électricité, mais on réalise qu'au Québec, on paye vraiment pas cher. Pensez qu'il va falloir que le prix augmente pour qu'on veuille vraiment économiser, parce qu'en ce moment, on sait qu'on paye vraiment pas cher. C'est pas ça que... La question peut être vue de plusieurs fronts. Je vais le prendre sur le fait que, d'une part, il faut regarder que le gouvernement veut accroître le retour. Tu sais, oui, l'hydroélectricité, c'est un bien public actuellement. Donc, si je reprends un peu mon collègue de la Chambre en fiscalité, ça accroît l'assiette fiscale auquel le gouvernement peut se permettre de dépenser dans des services publics. Fait que d'une part, oui, on veut accroître notre gain collectif. Est-ce que d'augmenter le prix va réduire la demande? Théoriquement, oui. Est-ce que c'est souhaitable? Ça dépend. Ça dépend où est-ce que tu veux amener ta population. Puis là, je n'ai pas de réponse concrète pour toi. Tout ce que je dis, c'est que dans le modèle simple, un accroissement du prix va entraîner une baisse de la demande. Toutefois, en effet, on paye dans les moins chers. Est-ce qu'il faudrait marcher avec le prix mondial pour l'électricité? Ça, c'est un choix collectif. Tu as voté ou non la CAQ, ça, c'est toi, mais c'est eux qui dirigent le bateau actuellement. Moi, je veux dire, en toute chose, ça dépend toujours du choix sociétal. Est-ce qu'on veut plus d'équité ou plus d'efficacité? Ça dépend. D'autres questions? Je vais répondre par ça dépend tout le temps, là. Xavier encore, qui s'avance. Dans les années 30 en Allemagne, il y a eu une inflation. Oui, c'est ça. C'est pas des 11%, c'était des 10 000%. Pourtant, on n'était pas dans une société d'hyperconsommation à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de donner un cours d'histoire en 2 minutes flush. Fait que, ils ont perdu la Première Guerre. Ils se sont fait imposer la dette de l'ensemble des pays alliés. Ils ont dû payer, mais ils ne pouvaient pas payer parce que personne ne voulait qu'ils exportent vers ces pays-là. Donc, personne n'achetait de l'Allemagne. Ils ne créaient pas de... Tu sais, la production était pour la consommation interne, mais il n'y avait pas de captation du revenu des autres pays. Toutefois, ils devaient payer aux autres pays dans leurs devises respectives. Le premier réflexe qu'ils ont utilisé, c'est la planche à billets. On a tous vu Casa del Papel ici, la Banque centrale, l'imprimante. Fait que le premier réflexe de l'Allemagne a été de croire que d'en accroissant la monnaie plus rapidement que la production, et comme Milton Friedman nous le disait ici, on allait pouvoir payer les dettes. Ce qui est arrivé dans le fait, c'est que l'accroissement de monnaie était tellement élevé par rapport à la production de l'Allemagne, puis par rapport à son poids économique, que ça a baissé drastiquement la valeur de la monnaie d'échange dans laquelle il transigeait. Et donc, tu en as tellement de billets que me torcher avec, faire mon feu avec ou payer mes dettes, j'aime mieux me torcher avec. Il n'y a personne qui veut ma monnaie. Actuellement, là, le Deutsche Mark est bien coté, mais fut un temps où est-ce qu'ils ont tellement eu peur à cause de l'hyperinflation. Puis oui, le prix du pain pouvait doubler en moins de 30 jours, en effet. C'est ce qu'on appelle l'hyperinflation, en effet. Mais ce qui s'est passé là-bas, c'est vraiment un accroissement anormal de la quantité de monnaie en circulation qui a amené une dépréciation nette de la valeur de la devise par rapport aux autres devises. Donc, en gros, c'est un problème qui a été imposé. Si on n'avait pas dit tu payes l'ensemble des dépenses de la guerre à cause que tu as créé le problème, peut-être, mais là, ce que je peux te dire, c'est que le problème venait fondamentalement du fait que personne ne voulait acheter, puis tout le monde voulait être payé, ce qui a entraîné ce qu'on a tous entendu, la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'à un moment donné, quand tu te fais cracher dessus parce que personne ne veut t'acheter, ils te prennent tes ressources, puis ils te demandent de payer pour leur pain, qu'il n'y a plus de pain dans ta communauté, à un moment donné, ça frustre certains. Est-ce qu'on voulait plus d'équité, d'efficacité? Là, encore là, ça dépend. Je ne suis pas là-bas pour t'en parler, mais ce que je te dis, c'est qu'initialement, c'est l'accroissement de monnaie qui a dans le temps, mais dans le court terme, c'est les quantités.
qui vont se corriger. La bière, en passant, après 12 barils, ils en font ici. Là. Il n'y aura pas de manque demain. Là. Pour tout le monde qui se posait la question. Peut-être dans un an, si on change nos habitudes et on en consomme plus, peut-être, là, mais... Fait que l'hyperinflation, ça ne reviendra pas si c'était ta question. Sinon, fais attention à comment tu consommes, puis actuellement, épargne. Merci, Nicolas. Donc, la soirée avance bien. Merci d'être là, d'être attentif et attentive. Là, on n'entend vraiment aucun bruit pendant la présentation. Puis, je sais que ça peut être des distractions, des sons qui viennent d'en bas. Donc, merci encore pour votre attention. On continue avec notre dernière présentation. Le prochain invité, je suis très réjoui de pouvoir l'accueillir aujourd'hui. Après une première invitation officielle en mai 2022, des conversations de coin de rue avec Marilyn Bérard-Fontaine, son attachée, on a finalement pu conclure cette entente aujourd'hui et elle s'est prête aujourd'hui au jeu de la vulgarisation. Elle va nous parler aujourd'hui du pouvoir des gouvernements sur le bonheur des gens en s'inspirant de sa maîtrise qu'elle a complétée à l'Université de Sherbrooke en économie. Donc, j'invite à l'accueillir chaleureusement la mairesse de Sherbrooke, Mme Evelyne Baudin. Ouais. Ah, ouais. OK. Bon, je vais voir comment je m'arrange. Bonsoir tout le monde. Oh, je parle trop fort? OK, si je parle trop fort, vous me le direz. Donc, effectivement, vous me connaissez en tant que mairesse. Ceux qui ne me connaissaient pas, ça, c'est moi. Fait que, comme l'a dit Alexis, mais en plus d'être mairesse, je suis aussi économiste. Et quand j'étais au cégep, je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Mais tout comme le présentateur Samuel, hein, c'est ça? Tout comme Samuel, je voulais changer le monde. Et donc, en voulant changer le monde, dans ma logique d'étudiante du cégep, je me disais, une de mes observations, c'est que l'argent mène le monde. C'était un peu quelque chose que je déplorais. Je me suis donc dit, je vais aller étudier en économie, comprendre comment ça marche, puis ça va m'aider ensuite à changer les choses. Puis là, ben, vous savez, quand on est quelqu'un qui veut changer les choses, de fil en aiguille, ça se peut qu'on arrive en politique. Donc ça, c'est l'argent qui mène le monde. Je vais m'habituer avec le clicker. Et en politique, je me suis rendu compte que les gens avaient comme une obsession pour le PIB. Okay? Fait que vous voyez le monsieur gouvernement au milieu, okay? Qui n'a d'attention que pour le PIB et qui délaisse tous les autres indicateurs socio-économiques. Et tout comme la personne qui vient de parler avant moi, Pierre Nicolas, qui est là, qui nous dit que l'économie, ben, c'est aussi l'économie du bien-être. Hein? On fait de l'économie pour aider les êtres humains. Bien, le bonheur, c'est pas juste le PIB, puis c'est pas juste l'argent. Alors, peut-être qu'il faudrait essayer de changer de mesure de bien-être, parce qu'en réalité, le PIB, ce n'est pas une mesure de bien-être. C'est une mesure de production, c'est une mesure de revenu, c'est pas une mesure de bien-être. Alors, oui. Vous savez, les respectables, est-ce que quelqu'un ici connaît les respectables ou les respectables? À main levée, par pitié. OK, phew! Il fallait que j'insère une référence à la culture populaire, alors c'était à ce moment-ci. Quelle est la chanson des respectables qui parle de bonheur? L'argent fait le bonheur. L'argent. Donc, les respectables le disaient, les respectables disaient que l'argent faisait le bonheur, mais est-ce vraiment le cas? Et donc, est-ce que les gouvernements qui, on s'entend, ont comme objectif de tous et toutes nous rendre heureux et heureuses, font la bonne chose en ne focusant que sur l'argent? Mais de façon plus large, est-ce que le gouvernement a une influence sur le bonheur des gens? La réponse évidente à ça, c'est oui. Parce que dans certains cas, parlez-en par exemple à un réfugié politique qui fuit un pays en guerre, je peux vous dire que son gouvernement fait probablement pas tant que ça son bonheur. Fait que, est-ce que le gouvernement influence le bonheur des gens? Oui.
Mais si on se concentre sur un autre type de contexte de gouvernement, par exemple, c'est recto verso. Donc, par exemple, le Canada, qui est un pays relativement prospère, assez tranquille, est-ce que les gouvernements des provinces canadiennes, qui sont des gouvernements qui se ressemblent quand même pas mal, peuvent faire des choses qui influencent le bonheur des gens? T'sais, à part ne pas faire la guerre, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire en tant que gouvernement pour aider au bonheur des gens? Donc, la réponse à cette question, c'est la réponse préférée de Pierre Nicolas. C'est « ça dépend ». C'est aussi la réponse préférée de mon chum. Quand je lui demande « est-ce que t'aimes mieux quand je porte les cheveux attachés ou les cheveux lousses », il me répond « ça dépend ». Mais quelqu'un devrait peut-être lui dire que la bonne réponse à ça, c'est « t'es toujours belle, peu importe ». Mais non. C'est ça quand on pose des questions à des scientifiques, hein? La rectitude, là, c'est comme bien, bien important. Donc, bref, le concept de la recherche. On prend le bonheur et on prend les gouvernements, donc deux concepts super simples, et on essaie de voir s'il y a une relation entre les deux. Facile, super facile. Bon, le bonheur. Comment on fait pour mesurer ça? Vous avez sûrement entendu parler de l'IDH, là, qui était l'indice de développement humain. En tout cas, ceux qui sont en économie, vous connaissez ça. Il existe une panoplie d'indicateurs de bonheur. C'est des indicateurs objectifs, qu'on va dire. Mais on va plutôt parler, en fait, d'indicateurs de bien-être dans ces cas-là. Puis quand on parle de bonheur ou de bonheur de bien-être subjectif, ça va être tout simplement une question de sondage. Donc, à la place de se casser la tête à essayer de mesurer votre bonheur de façon observable, on vous pose une question. Exemple, cette question, tirée du World Values Survey, à tout prendre, diriez-vous que vous êtes très heureux, assez heureux, pas très heureux, pas heureux du tout? Et voilà, on vient de mesurer le bonheur d'un individu sur une échelle d'1 à 4. On a 4 points, et voilà, on est capable de faire des régressions, des modèles statistiques. Et ici, on a le portrait du bonheur dans les provinces canadiennes. Donc, c'est écrit petit un peu. Ici, c'est... Ah, on ne peut pas pointer là. OK, bien, celui à gauche, c'est Terre-Neuve. Puis après ça, si vous connaissez bien l'ordre de vos provinces, on se rend jusqu'en Colombie-Britannique. Je sais, c'est l'ordre inverse de sur une carte, là. Mais, vous comprenez, l'Est est à gauche, puis l'Ouest est à droite. Et on voit donc une certaine tendance, hein? Vous l'observez? Donc, les gens dans l'Est... dans les maritimes, se disent plus heureux que les gens dans l'Ouest, avec quand même une exception notable. Donc, quelqu'un qui a des bons yeux va peut-être remarquer qu'ici, il y a une exception, puis c'est le Québec. Et cette exception-là, il y a des chercheurs qui se sont penchés là-dessus, puis qui ont essayé d'expliquer cette espèce d'anomalie. Mais aussi, ce qui est vraiment particulier, ceux qui connaissent bien la situation économique dans les provinces canadiennes vont savoir que c'est exactement la courbe inverse au revenu par habitant. Particulier, quand même. Alors, plein de belles questions de recherche. On a donc le bonheur d'un côté, et de l'autre côté... Ah oui, c'est vrai, j'allais trop vite. Et de l'autre côté, on a le gouvernement. Le gouvernement, il y a plein de manières de mesurer ça. Qu'est-ce qu'on mesure par rapport au gouvernement? Moi, je me suis beaucoup concentrée sur la taille de l'État. Vous vous rappelez, il y a une certaine époque... Ah oui, là, je vais prendre mes notes parce que j'avais écrit plein de blagues en avance. Il y a une certaine époque où c'était vraiment payant politiquement de parler contre la taille de l'État. Puis ça, c'est pas nouveau, là. Je veux dire, il y a des vagues de ça. Ronald Reagan parlait du gouvernement comme un problème dans les années 80. Et donc, il y a eu une époque où c'était vraiment à la mode de dire qu'il fallait s'attaquer à la taille de l'État. Il y a même quelqu'un au Québec, il y a vraiment pas si longtemps que je ne nommerai pas, qui prônait l'abolition des cégeps. Il y a encore des gens qui parlent de privatiser Hydro-Québec. Alors, c'est des choses qui sont faites qui visent la taille du gouvernement. Donc, est-ce que... Ben, si ces gens-là disent ça, c'est parce qu'ils disent que ça va gagner beaucoup de votes, parce que ça va rendre plein de gens heureux d'avoir un État moins grand. Mais je vous dis, j'ai fait toutes les régressions statistiques et non. Il n'y a pas de relation entre le fait de vivre dans une province où le gouvernement
est petit et votre bonheur. Fait que perdez pas votre temps. Vous pouvez aussi, on a aussi regardé les catégories de dépenses. Par exemple, est-ce qu'un gouvernement qui dépense plus en éducation rend sa population plus heureuse? Bien, là, ce qu'on a observé, c'est que plus on prenait des grandes catégories de dépenses, plus ça voulait rien dire, et plus on ciblait les catégories de dépenses, et plus on trouvait des résultats qui pouvaient être statistiquement significatifs. Comme par exemple les dépenses en logement ou en loisirs, qui, mis en relation avec un indicateur de bonheur comme celui qu'on a vu, pouvaient être statistiquement significatifs. Fait qu'il y a là quelque chose qui peut être intéressant. Mais il y a des variables plus funky liées au gouvernement. D'ailleurs, il y a eu une question sur la corruption. C'était pas dans ma présentation. J'aurais voulu, parce qu'il y a plein d'études sur est-ce que vivre dans un pays plus corrompu est en lien avec le bonheur, mais des indicateurs sur la corruption, ça existe seulement pour les États nationaux. Donc, ça n'existe pas à l'intérieur des provinces canadiennes. Donc, j'ai pas pu utiliser cet indicateur-là. Ça n'existe pas. Si vous voulez que ça existe, bien, il va falloir faire du Québec un pays. Puis là, on pourra avoir des indicateurs sur la corruption du Québec et du reste du Canada. Mais il y a d'autres choses que j'ai pu trouver par rapport aux provinces canadiennes, c'est-à-dire le degré de décentralisation. Ça, c'est vraiment ma variable chouchou, là, parce que c'est le degré de décentralisation du gouvernement provincial vers les gouvernements locaux. Est-ce que ça, oui ou non, ça améliore le bonheur des gens? Et il y a une autre variable, pas tant funky que ça, là, qui est le service de la dette. Fait que plus le service de la dette est grand, est-ce que ça a une influence sur le bonheur parce qu'on peut se payer moins de services publics? Ah oui. Et là, ma variable chouchou a fait ce que je m'attendais d'elle, c'est-à-dire qu'elle a donné une relation statistiquement significative et positive. Donc, ça peut être une bonne chose, à bon entendeur, de décentraliser vers les gouvernements locaux. Et le service de la dette aussi est ressorti comme étant statistiquement significatif, contrairement à toutes les autres catégories de grandes dépenses. Donc, quand on met beaucoup, beaucoup d'argent à rembourser nos dettes, ben, ça ne nous rend pas vraiment plus heureux. Mais là, on arrive au bout qui vous intéresse le plus, parce que dans notre modèle statistique, oui, on regardait le gouvernement et le bonheur, mais vu que le bonheur s'intéresse aux individus, puis qu'on veut étudier des choses qui sont toutes égales par ailleurs, ceteris paribus, ou toutes choses étant égales par ailleurs, donc il nous faut des variables de contrôle, là, si on peut dire. Donc, il faut quand même regarder les caractéristiques individuelles de ces gens-là. Et là, donc, on a ressorti, j'ai fait 3 catégories au niveau des caractéristiques individuelles, celles qui sont ressorties comme non statistiquement significatives, celles qui sont ressorties comme statistiquement significatives et négatives, donc qui nuisent à votre bonheur, et celles qui sont statistiquement significatives et qui aident à votre bonheur. Et là, donc, nombre d'enfants, donc ceux ici qui planifiaient faire beaucoup d'enfants pour être plus heureux, ben, c'est pas la meilleure recette, ça fera rien, en fait. Ça vous rendra pas plus malheureux non plus, par exemple. Fait que vous pouvez repeupler le Québec si vous souhaitez. Le niveau de scolarité, donc désolé pour toutes les personnes qui se sont dit qu'aller à l'université pourrait les aider, ça influence pas vraiment votre bonheur. L'idéologie politique gauche-droite, parce que vu qu'on avait des variables qui étaient liées au gouvernement, mais non, les gens de la droite et de la gauche sont aussi malheureux les uns que les autres, ou aussi heureux les uns que les autres. L'intérêt accordé à la politique et l'importance accordée à la politique, pas d'influence non plus. Et le revenu non statistiquement significatif par rapport à une personne, son revenu, quand on considère tout le reste des caractéristiques de ces personnes-là, non statistiquement significatif. Mais vous allez voir, il y a quelque chose d'autre qui arrive juste un peu après. Caractéristiques individuelles défavorables. Alors, c'est ce qui est ressorti comme pouvant être en relation potentielle, significative, négative avec le bonheur. Et c'est en ordre d'importance, de celui qui ressort comme potentiellement le plus important jusqu'au moins important. Et ça me fait vraiment mal au cœur d'avoir observé ça, mais voici la première variable, être une personne racisée. La variable, c'est, dans le fond, toutes les personnes qui ne s'identifient pas à la couleur de peau blanche ressortaient comme moins heureuses. Bien, pas toutes les personnes, OK. Ma phrase n'était pas scientifiquement correcte, là. Il y a une potentielle relation statistiquement significative entre ces deux variables-là. Être sans emploi, pas trop surprenant, c'est assez logique. Être né ailleurs qu'au Canada,
Mais là, rappelons-nous, on est toutes choses étant égales par ailleurs. Fait que là, on est en train de dire que par exemple, une personne blanche, même si ça paraît pas visuellement, mais le simple fait qu'elle soit née ailleurs qu'au Canada, ça va diminuer potentiellement son accès au bonheur. S'identifier comme un homme, désolé, les personnes ici qui s'identifient comme des hommes, c'est pas super pour le bonheur, et être plus âgé, mais quand même avec une espèce de courbe au carré, là, si on peut dire. Et là, le moment que vous attendiez tous, vous voulez connaître la recette du bonheur. Et là, on le sait, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, qu'est-ce qui fait le bonheur? Chérie? L'amour? Donc, être marié ou en couple, mais ce qui est très drôle, c'est que, en tout cas, moi je trouve ça un peu drôle quand même, être divorcé aussi, ça aide au bonheur. Alors, c'est mieux qu'être célibataire. Fait que, si vous avez l'occasion, au pire, prenez ce qui passe, puis divorcez-vous. Être en bonne santé aussi, ça aiderait au bonheur, ça on s'en doute. Mais tu sais, ceux qui se sont dit, bon ben, je vais réactiver Tinder, peut-être rencontre sportive, ça pourrait être pas pire, tu sais, être en bonne santé en même temps. Faire confiance aux gens, ça c'est une variable super intéressante. C'est la variable de la confiance sociale. C'est une question de sondage qui demande, grosso modo, si vous croisez un inconnu dans la rue, non, la question est formulée plutôt comme en général, croyez-vous qu'on doit faire confiance aux gens ou bien que les gens sont plutôt des personnes dangereuses? Ça ressemble à ça. Et cette variable-là, potentiellement, selon certains chercheurs, serait l'explication de la différence québécoise au Canada, où on a tendance à faire plus confiance aux gens. Plus on fait confiance aux gens, plus on risque d'être heureux. Et bon, OK, non, je ne brûlerai pas mon punch moi-même tout de suite. Être satisfait financièrement. Donc, le revenu, c'est pas important, mais comment vous vous comparez aux autres, ça, c'est important. Fait que, comme dirait ma grand-mère, quand t'as pas ce que tu veux, tu chéris ce que t'as. Fait que, grosso modo, votre revenu, l'important, c'est pas son niveau absolu, c'est juste que vous soyez heureux avec ce revenu-là. Et là, ben, j'ai pas choisi ça, mais ça a ressorti comme étant statistiquement significatif, et c'est un libellé tiré de la question du sondage. Donc, plus vous apportez une grande importance à Dieu dans votre vie, et plus vous pouvez être heureux. Encore une fois, en ordre d'importance, donc l'amour a quand même plus d'importance que tout le reste. Ah, et vivre dans une ville de plus petite taille, mais Sherbrooke, c'est quand même le meilleur endroit au monde, vous êtes mieux de ne pas déménager. Quels sont les constats scientifiques de cette recherche-là? Grosso modo, c'est que les variables subjectives, c'est pas juste du vent. Ça marche quand même. Les résultats que vous avez vus, je pense qu'ils ne vous ont pas surpris tant que ça. Il y a des choses qui sont intéressantes qui sortent à travers tout ça. Mais il y a tellement de chercheurs à travers le monde en ce moment qui sont en train de se casser la tête à développer des indicateurs de bonheur et de bien-être en 12 volets, alors que tu peux juste poser la question à quelqu'un, lui demander « T'es-tu heureux? » puis avoir un chiffre de 1 à 4 utilisable dans des régressions statistiques. Tu sais, pour vrai, pourquoi se casser la tête? Je pense que les variables subjectives sont sous-utilisées puis qu'on devrait les utiliser davantage. La confiance sociale, c'en est une autre variable subjective super intéressante qu'on devrait faire plus de recherches. Et les variables sur la taille de l'État, les grandes catégories de dépenses publiques pour les provinces canadiennes, bof, pas besoin de chercher là-dessus. Vous êtes mieux de vous concentrer, si jamais vous voulez faire des recherches, vous êtes mieux de vous concentrer sur des programmes plus spécifiques. Plus la catégorie de dépenses était petite, plus on pouvait trouver des relations potentielles à évaluer. Fait que quand on est dans l'impact concret dans le quotidien des gens, c'est mieux. Mais aussi, nos variables individuelles qu'on a vues, on peut se dire, OK, c'est bon, le gouvernement, puis le fait que le monde sont mariés ou en couple, son impact est peut-être moyen, mais le gouvernement, là, à part décentraliser massivement vers les gouvernements locaux, à part organiser des soirées de speed dating, peut quand même avoir une influence sur certaines variables individuelles. Exemple, la confiance sociale, c'est quelque chose qui se bâtit à travers les communautés. Tu essaies de faire des activités. Les discriminations, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. C'est la première source de malheur, si on peut dire. Et il y a d'autres variables individuelles comme ça, comme avoir des programmes d'intégration à l'emploi, parce qu'avoir un emploi, c'est quelque chose d'important. Bref,
S'il y a une seule chose que vous devez retenir de tout ça, et si comme moi, vous êtes quelqu'un qui voulait changer le monde, et comme Samuel, Pierre-Nicolas et probablement Mario et toutes les autres personnes qui sont ici, si vous voulez changer le monde, ce que vous devez retenir, c'est que c'est au municipal que ça se passe. Merci. Merci Evelyne de la présentation. La parole est maintenant à vous. Si vous avez des questions, on n'est pas en commission parlementaire, au conseil municipal, c'est sorti du cadre un peu. Au primaire, les enfants me demandent « Est-ce que tu as un garde du corps? » Non. Faut pas le dire trop fort. Merci. C'est moi qui vais poser la question sur la corruption tantôt. Est-ce que tu avais dit que tu n'avais pas de données au niveau municipal? Est-ce que c'est provincial? Ok. Mais est-ce que c'est possible d'extrapoler le niveau de corruption nationale au niveau municipal? Est-ce qu'il s'agit d'une question purement culturelle ou pourquoi pas on ne pourrait pas extrapoler les données? C'est ça. En fait, moi, quand j'ai fait mes recherches, ça fait déjà, tu sais, quand j'ai commencé, ça fait comme 10 ans, là, puis j'ai étiré pas mal mes études, là. Fait que il y a 10 ans, les gens s'intéressaient à peu près juste aux comparaisons entre les pays par rapport aux études de bonheur puis aux différences de bonheur. Puis, en général, entre les pays, notamment, les écarts de revenus expliquaient bien les écarts de bien-être. Mais quand on tombe dans les gouvernements subnationaux, donc moi, je me suis intéressée aux gouvernements subnationaux du Canada, c'est-à-dire les gouvernements des provinces canadiennes. Et là, il y a un indicateur. Pour mesurer la corruption, il faut un indice quelque part. Il faut un indice de corruption. Ces indices-là existent seulement au niveau national. Puis, on pourrait penser que c'est à peu près la même chose d'une province à l'autre. Celui du Canada doit s'appliquer à peu près la même façon dans les différentes provinces. Mais là, je vais vous donner une anecdote que j'avais donnée d'ailleurs à Alexis. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent? Il y a une revue qui s'appelle le Maclean's, qui est comme un peu le pendant anglais de la revue L'Actualité. Puis il y avait eu un gros scandale parce que pendant la commission Charbonneau, sur le front du Maclean's, il y avait le bonhomme carnaval, c'est le carnaval de Québec, là. Il y avait le bonhomme carnaval avec une valise pleine d'argent qui débordait, qui courait, puis ça disait « Le Québec, la province la plus corrompue au Canada ». Moi, quand j'ai vu ça, je fais comme « Yes! Enfin! Je vais avoir un indicateur sur la corruption dans les provinces canadiennes ». Fait que là, je suis allée voir l'article, essayer de voir c'était qui l'auteur, tout ça. Puis qu'est-ce que je découvre? C'est que c'était basé sur rien. Il n'y avait aucun indicateur de corruption qui lui permettait d'affirmer ça. En tout cas, c'est difficile de prouver que quelque chose n'existe pas, mais il y a 10 ans, moi, j'ai rien trouvé en matière d'indicateur de corruption pour les provinces canadiennes. Puis même, tu sais, j'ai pas vraiment entendu parler de ça au niveau des gouvernements subnationaux. Dans la recherche, on s'intéresse vraiment plus aux gouvernements nationaux qu'aux gouvernements subnationaux. Dès qu'on rentre à l'intérieur, c'est difficile de trouver des résultats probants. Une des seules recherches que j'avais qui était dans les gouvernements subnationaux, c'était sur les cantons suisses, où ça parlait de participation citoyenne, puis de décentralisation. Puis c'était super intéressant, mais c'est rare ce type de recherche-là dans le domaine. Une longue réponse? Là, je ne suis pas du tout partial à mon propre sujet. Quel niveau d'autonomie, quel degré de liberté tu as besoin dans un gouvernement municipal pour avoir assez d'influence pour être capable d'augmenter le bonheur de ta population? Puis est-ce que c'est plus facile dans une petite communauté, dans une petite municipalité, ou c'est faisable aussi dans une grande communauté comme Montréal? OK, quel niveau de décentralisation il faut avoir pour augmenter le bonheur? Bien,
Tu sais, si je réponds de façon juste purement scientifique, moi, ce que j'ai trouvé, c'est une variable positive potentiellement significative. Cette relation-là entre les deux variables, est-ce que c'est une relation linéaire? Est-ce que c'est une relation de même ou de même? Puis, est-ce que c'est autre chose que juste une relation? Y a-t-il vraiment une cause à effet? Je peux même pas me prononcer sur s'il y a une vraie cause à effet, là. Fait que c'est difficile de répondre scientifiquement à cette question-là. Après ça, c'est sûr que j'ai mon opinion. T'sais, ce que je dirais, c'est que c'est sûr que si on regarde au Québec, il y a plus de 1000 municipalités. Puis parmi ces municipalités-là, il y en a là, qui ont 300 habitants, puis il y a Montréal. C'est des municipalités, les deux, là. Fait que c'est... Le système actuel, je vois pas en quoi il est optimal. Je pense que les gouvernements locaux, comme la grosseur, mettons, de la ville de Sherbrooke, pourraient assumer certaines responsabilités de plus, mais au niveau fiscal, il faudrait qu'il y ait des ajustements. Par contre, une ville de 300 ou de 500 habitants qui a un demi-DG qui est complètement paralysé quand le DG se pète le bras, là, c'est comme vraiment difficile de leur dire comment vous pourriez assumer plus de responsabilités puis rendre votre monde plus heureux. Fait que je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend. J'aimerais ça qu'un jour au Québec, on ait cette réflexion-là. Tu sais, on a eu des grosses réflexions dans les années... Au niveau du système d'éducation, on a créé le système collégial, là, que certains remettent en question périodiquement, malheureusement. Mais c'est unique au monde, puis c'est suite à une énorme mobilisation puis réflexion qui a eu lieu dans les années 60 avec le rapport parent. Mais on n'a jamais eu... Tu sais, personne ne se pose la question par rapport aux municipalités. C'est pas sexy. Moi, je fais la vente là, du municipal. Je dis que c'est au municipal que ça se passe parce que j'y crois profondément. Mais, tu sais, le monde, ils réalisent pas à quel point c'est important parce que c'est des enjeux de gouvernance. Quand tu t'intéresses au comment plutôt qu'au quoi, souvent tu perds en intérêt général. Tu sais, comme, mettons, là, les profs de métaux, là, tu sais, c'est comme... Les cours de métaux, c'est rarement ceux que le monde s'intéresse le plus au monde. Fait que, c'est ça. Je pense que malheureusement, autant du côté de la recherche que du côté politique, ça attire suffisamment d'attention, alors que je pense que c'est une clé importante du bonheur des gens. Vous aurez compris, vous êtes en économie, qu'on a eu 4 présentations et donc ça met fin à la soirée. Par contre, avant, on avait quelques morceaux qui nous restaient. Premièrement, avant d'afficher le quiz, là, on s'est rendu compte d'une petite erreur dans la question, mais je vais passer aux remerciements immédiatement. Après ça, on va pouvoir mettre fin à l'enregistrement. Tout d'abord, merci à vous, cher public. Là, j'ai compté, on a 45 personnes, donc c'est vraiment un record pour un sujet tel que l'économie. On peut s'applaudir. J'aimerais aussi remercier chacun de nos présentateurs et présentatrices, Mario Lavallée, Samuel Carbonneau, Pierre-Nicolas Tousignan. Encore? Est-ce que c'est eux qui l'ont renversé? Encore? Je pense qu'il y a de quoi de statistiquement significatif dans cette zone-là. Et la 4e présentatrice, Evelyne Bourdin, mairesse de Sherbrooke. Merci à vous encore une fois, on peut s'applaudir à chaque fois. Je remercie également les bénévoles de Bistro Brain qui s'impliquent, qui croient au projet de la diffusion de la science à travers le plaisir. On avait Patricia et Maude à captation. On avait également à l'accueil tout à l'heure Renato et Maude Emmanuel. Et je crois que c'est ça. Oui, on était 5 ce soir. Ah, Anna-Ève derrière, cachée derrière le speaker. Merci pour la projection des PowerPoint. Je voudrais remercier aussi Marc-André, Marc-Pierre et Guillaume au service et Marc-Olivier aussi pour l'équipe du Refuge des Brasseurs. On peut les applaudir. Et encore une fois, nos commanditaires, le REMDUS, le SAREUS, les fonds de recherche du Québec, le vice-rectorat à la recherche aux études supérieures à l'Université de Sherbrooke, nos collaborateurs pour la soirée, la FERS, merci d'être là, et le cabinet de la mairesse, Evelyne Baudin.